Bonsoir. Vous êtes maître de conférences en sociologie, vous avez travaillé sur ce thème de la géolocalisation des enfants. Est-ce que l'on peut dire que c'est une nouvelle forme de surveillance parentale? Alors, nouvelle forme, oui, sans doute. Après, c'est une forme de surveillance qui, effectivement, va s'ajouter à d'autres formes, à d'autres modalités surveillentielles dans un contexte numérique qui en est très chargé. C'est-à-dire que parmi les formes de surveillance parentale, on peut avoir la consultation d'un historique Internet, par exemple, la vérification des activités et des pratiques numériques des enfants, ne serait-ce qu'en passant derrière eux pour vérifier si elles correspondent bien aux référentiels parentaux, par exemple, ou encore des applications, des outils, des petits logiciels qui vont permettre de faire alors ce qu'on appelle un monitoring, c'est-à-dire de vérifier à distance si les enfants ont installé telle ou telle application ou autre. Voilà, donc la géolocalisation s'inscrit dans ce cadre. C'est une technologie de surveillance, certes, pas d'espionnage nécessairement, de surveillance. On verra, la distinction est importante, mais en tout cas, oui, ça fait partie des technologies surveillentielles. Mais quelle est la motivation première des parents? Alors, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas une curiosité excessive ni une volonté d'envahir la vie privée des enfants qui est ici en jeu. Alors, je vous parle d'une technologie qui, j'ai des chiffres pour la France métropolitaine en tout cas, concerne à peu près 40% des parents, à peu près 40% des parents déclarent géolocaliser leurs enfants selon une enquête Ipsos de 2022. Et bon, il se trouve que cette technologie relève de plusieurs formes de motivation, notamment la principale, bien sûr, c'est euh, une volonté de se rassurer soi-même, donc une volonté de réassurance parentale, mais de rassurer aussi ses enfants, notamment vis-à-vis des dangers, des incertitudes que représente l'espace urbain aujourd'hui. Oui, parce que les faits divers, l'actualité ont amplifié ce phénomène, j'imagine. Oui, alors on peut le dire effectivement, notamment à travers les drames récents qui se sont déroulés en France, mais pas uniquement. Et je vais vous donner un exemple. J'ai commencé à travailler sur ce sujet en 2016 et en 2016, donc à la suite des attentats donc de Nice, hein, la voiture bélier, j'ai justement un parent qui m'a dit, voyez, l'actualité me donne raison. Et je pense que c'est un verbatim, un court extrait d'entretien qui est lourd de sens parce que oui, en 2025, en début 2025, on peut également dire vous voyez, l'actualité me donne raison, mais raison de quoi? Et c'est là que c'est intéressant de prendre de la distance. Oui, les options de géolocalisation sont nombreuses. On peut citer par exemple les montres connectées, les smartphones, les porte-clés également. Oui, on assiste à une multiplication des dispositifs qui permettent effectivement la géolocalisation. Et vous voyez, c'est une problématique complexe parce que les adolescents eux-mêmes, beaucoup que j'ai pu interroger, se géolocalisent entre eux également. Oui, ça ne touche pas que la surveillance par enfant. Au sein d'une surveillance conjugale, il y a également de la géolocalisation, dans les relations sentimentales notamment, dans les relations de très forte amitié, et des individus eux-mêmes souhaitent être géolocalisés, émettent ce souhait. Alors, dans le cadre de la surveillance par enfant, j'ai un exemple d'une jeune fille qui a déclaré, qui avait, je crois, 12 ou 13 ans, et qui a dit, voilà, je marchais une fois en ville et un individu m'a pris par l'épaule et ma mère m'a expliqué que c'était un faux aveugle, que c'était sans doute plutôt un pervers. Et depuis ce jour, elle met la géolocalisation et ça me rassure. Donc, il y a une intériorisation de la part de certains enfants, notamment des jeunes filles, que la géolocalisation rassure. Et cette intériorisation se retrouve un petit peu plus tard en matière des âges de la vie, puisque on est à peu près à deux tiers des jeunes femmes. Alors là, aux États-Unis, hein, ce sont d'autres données, mais deux tiers des jeunes femmes en 2022 expliquaient lors d'un premier rendez-vous sentimental avec une personne rencontrée via des applications de rencontre, expliquaient partager leur position géographique d'elles-mêmes instinctivement avec leurs frères, leurs sœurs ou des amis proches. Où en sont les limites? Vous avez parlé tout à l'heure d'espionnage. J'ai l'exemple d'un cadre d'une entreprise de télécom qui expliquait que, voilà, je le cite, je ne vais pas regarder en permanence. J'ai choisi une zone dans laquelle tout est normal. Si ma fille sort de cette zone, je vais en être averti, mais je ne vais pas aller vérifier par moi-même. Tant qu'il ne se passe rien, je ne vais pas vérifier. En fait, la géolocalisation, c'est plutôt, dans le contexte par enfant, une réponse à la non-réponse, quelque part. C'est-à-dire que lorsque des exigences parentales de disponibilité des enfants, répondre à un message, un appel téléphonique, ne sont pas comblées, alors la géolocalisation apparaît comme un dernier recours. Et comment les enfants vivent le fait d'être localisés, les enfants que vous avez interrogés? Alors encore une fois, la réception sociale de la géolocalisation est plutôt hétérogène. Chez les jeunes filles, comme j'ai pu vous l'expliquer, alors la plupart dans mon enquête, parmi les plus jeunes, je précise, ont déclaré que justement elles se sentaient rassurées, mais en même temps, vous voyez, il y a un en même temps à la fois parce que c'est pas aussi simple.
certaines expliquent également que pour elles, géolocaliser ses enfants, c'est un échec de la parentalité, de l'exercice de la parentalité, et qu'elles-mêmes plus tard souhaiteraient ne pas le faire. Ce qui n'est encore une fois pas si simple, puisque parmi celles qui ont dit je ne le ferai pas plus tard, certaines ont dit également géolocaliser leur petit ami, par exemple. Est-ce que ça affecte aussi la communication entre parents et enfants? Parce que finalement, le parent, il est au courant de ce que son enfant fait et il n'y a plus cette discussion de « mais qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» Alors, ça affecte la communication au sens où, justement, ça affaiblit la parole, le discours de l'enfant. Comme je vous disais, il y a une finalité probatoire derrière ces outils. Il est très difficile d'ajouter des éléments de contexte et de dire non, mais oui, c'est vrai, j'étais là. Alors, dans le vocabulaire des jeunes, ils disent par exemple, je me suis fait griller, je me suis fait choper, etc. Ce qui signifie que ben, je ne suis pas à l'endroit où j'aurais dû être et quelqu'un l'a su. Peut-être à mon insu, par ailleurs. Et derrière ce constat, il y a l'idée que comme on ne peut pas vraiment se défendre, comme la défense est très peu efficace dans ce contexte, eh bien, la parole en est affectée et le discours de l'enfant vaut peut-être moins que l'image générée par le dispositif. Eh bien, merci beaucoup, Yann Brunat, d'avoir été avec nous pour décrypter un petit peu cette tendance de la géolocalisation des enfants. Merci beaucoup. Puis bonne soirée.